souhaitez savoir comment les femmes et les hommes construisent un futur responsable et inclusif? Le club By Mixité Inside, qui a pour vocation de témoigner, networker et sensibiliser les collaborateurs des entreprises à la mixité et à l'inclusion en utilisant les outils et formations du groupe Arkea, le réalise pour vous. Dans un contexte sanitaire perturbant et une année 2020 quasi lunaire, le club By Mixité Inside s'est réinventé en vous proposant, sur un format 100% digital, des témoignages de personnalités emblématiques et inspirantes qui répondent justement à cette question. J'en profite pour remercier chaleureusement l'ensemble des participants pour leur engagement et leur disponibilité. Un grand merci aussi à notre toute petite équipe, Marine, Claire et François. Alors, installez-vous bien derrière vos écrans, suivez-nous tous les jeudis du mois de janvier. Très bon visionnage à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre plateau organisé par Arkea Banque Entreprises et Institutionnelles sur le thème « Comment les femmes et les hommes construisent un futur responsable et inclusif ». Et vous allez le voir, les invités qui sont à mes côtés ont beaucoup de choses passionnantes à nous livrer, autant sur le plan professionnel que personnel. Sans plus tarder, je vous propose d'accueillir ma première invitée, qui se prénomme Alexandra Palt. Alexandra, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, vous avez rejoint Alexandra L'Oréal en 2012, déjà pour vous occuper d'un plan dédié à la RSE. Et aujourd'hui, Alexandra, vous êtes la directrice justement au sein de L'Oréal, à la fois de L'Oréal Fondation, mais aussi de la responsabilité sociétale et environnementale. Vous venez de lancer L'Oréal pour le futur. Pour vous, c'est un changement de paradigme. Pourquoi ? Donc oui, c'est un changement de paradigme, mais qui date pas de hier. Donc je pense à beaucoup d'entreprises. Nous ne sommes pas le seul, heureusement, parce que personne n'a envie d'être seul face à ces changements incroyables qui sont devant nous. Donc on est une des entreprises nous nous sommes engagés assez tôt sur les questions de développement durable et je dirais surtout d'une transformation vers un modèle différent, parce que c'est ça qui est nécessaire aujourd'hui. Il ne suffit plus d'avoir des projets, des programmes RSE, il faut que ce soit une transformation du modèle économique, du business model. Et donc L'Oréal s'est engagé sur cette voie en 2013, comme vous l'avez dit, avec un premier plan qui est arrivé à terme en 2020. Nous avons atteint la majorité de nos objectifs fixés. Maintenant, on rentre dans une nouvelle génération d'objectifs. On va encore plus loin. C'est une transformation encore plus radicale parce qu'on passe d'une logique de réduction de notre empreinte à un objectif d'aller jusqu'à inscrire notre activité dans les limites planétaires. Et je pense que ce changement de paradigme est extrêmement important parce qu'il ne s'agit pas juste de faire moins mal, il s'agit de faire assez. Et assez pour pouvoir donc garantir le respect des limites planétaires et ainsi garantir donc ce qu'on appelle un Safe Operating Space for Humanity, un espace sûr pour le développement de l'humanité. Très bien, merci Alexandra. Alors également à mes côtés, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Mars. Bonjour Alexandre, bienvenue. Alors j'ai presque envie de dire qu'on ne vous présente plus. Serial entrepreneur d'entreprise à succès avec Fun Valley, mais aussi Scroon. Aujourd'hui, vous êtes un philanthrope engagé et il y a eu un petit déclic, je dirais même un déclic chez vous en 2014. Je dirais même une promesse que finalement vous êtes tenue, que vous étiez fixée. C'était celle de vous consacrer aux enfants défavorisés et vous avez donc créé EPIC. Comment finalement ce déclic vous est-il venu ? Merci pour la question. En fait, il n'y a pas vraiment un déclic. Il n'y a pas un moment où c'était Eureka, quelque chose qui est comme Newton avec la pomme qui lui tombait sur la tête. C'était pas comme ça, c'était quelque chose qui a toujours été là. Et était là essentiellement pour des raisons de famille, c'est mon éducation, et puis des gens que j'ai rencontrés au fil des années. Et donc ceux qui étaient en moi quand j'étais adolescent, parce qu'en effet, quand j'étais adolescent, mon sujet majeur, c'était pas uniquement les enfants, c'était les femmes, et les femmes battues en particulier. D'accord. Et les enfants battus, pour moi, c'était la cause majeure. Et au fil des années, au fil même des décennies, je savais que ça allait être cet environnement où j'allais passer la majorité de mon temps. Ça m'a pris plus de temps que ce que j'avais imaginé quand j'avais 20 ans, mais dès que j'ai eu les moyens financiers en particulier,
j'ai décidé de basculer complètement dans cette autre dimension. Alors vous l'avez dit, philanthrope, je me considère plutôt comme un citoyen engagé plutôt qu'un philanthrope engagé. Philanthrope, c'est un mot assez connoté, assez peu compréhensible. Et donc, il y a un moment où ce que j'aime faire, c'est d'aider, c'est d'aller faire pour une meilleure justice, on va dire une justice sociale. D'accord. Donc vous avez créé EPIC. Tout à fait. Et en quoi finalement ce modèle est-il unique ? EPIC, le modèle, quand j'ai créé ça il y a 6 ans de ça, j'ai commencé à aller faire une étude de marché. Je suis allé voir les gens, je leur ai dit, mais qu'est-ce qui manquerait pour améliorer la solidarité ? Parce que c'est bien ça le cœur du problème, un manque de solidarité et un égoïsme qui, pour plein de raisons, existe. Et donc, j'ai commencé à comprendre qu'il manquait de solutions. Et donc, EPIC va, à travers le monde, faire la sélection, aller trouver des organisations sociales, des ONG, qui sont assez incroyables en termes d'impact, qui touchent l'enfance. Là, en effet, c'est les 0 à 29 ans, dans beaucoup de régions du monde. Et ces organisations-là, on va les trouver, on va les aider à se développer et à essayer de changer le système. Ce qui nous intéresse, c'est de trouver des organisations qui vont prouver que l'impact qu'ils peuvent avoir sur le système existe. Et à côté de ça, on va aller convaincre des gens et des entreprises pour leur dire le monde de demain ne sera plus jamais le même et il est possible que vous puissiez aussi avoir un impact de plus en plus important. Et c'est pour ça que je suis très content d'être là aujourd'hui avec des gens que j'aime beaucoup, avec Alexandra et Mathias, parce qu'il y en a de plus en plus, mais ils font partie des gens qui étaient là au début. Et c'est ça c'est le mouvement qu'on voit arriver de plus en plus. Et on va voir des entreprises, et on a des solutions également pour ces entreprises ou pour les individus, pour pas uniquement aller haranguer les gens en leur disant « donnez, ça marche pas », ou « il y ait plus de solidarité ». C'est plutôt, on va vous apporter des solutions qui vont apporter en gros un impact positif dans votre entreprise, et évidemment pour le consommateur. Très bien, merci Alexandra. Je reviens vers vous parce que l'engagement philanthropique, c'est également un point important que vous avez d'ailleurs lancé en mai 2020. C'est un des points importants dans votre programme. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Oui, en ajoutant à tous nos engagements de transformation interne, de fondation d'entreprise, nous avons remarqué pendant la crise du Covid, le premier confinement, que les associations les plus efficaces, c'était les petites associations de terrain, très proches des gens, très proches des bénéficiaires. Et c'est ces mêmes structures qui sont particulièrement en danger avec la crise économique parce qu'il y a moins de fonds disponibles, moins de soutien disponible. Et donc, on a créé un fonds de dotation de 50 millions d'euros pour soutenir des petites structures, des petites ONG, organisations partout dans le monde qui viennent en aide aux femmes les plus vulnérables. Ça veut dire femmes en situation de précarité, victimes de violences, sans-abri, etc. Et donc, on a commencé déjà les premières donations qui s'orientent beaucoup vers des femmes, soit victimes de violences, parce qu'on sait que les violences conjugales particulièrement ont beaucoup augmenté avec le Covid, mais les femmes sont également les premières à glisser dans une précarité et pauvreté très importante. Et donc, il y a beaucoup de besoins et on a donc la possibilité de les soutenir. Bel engagement. Alors, on va accueillir un troisième invité. C'est un ancien directeur général adjoint de la SNCF. Il s'agit de Mathias Vichra. Mathias, bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Alors aujourd'hui, vous êtes secrétaire général de Danone. Danone qui est une entreprise à mission. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ce que c'est qu'une entreprise à mission et finalement, quelle est la raison d'être, l'objectif de cette entreprise à mission ? Une entreprise à mission, ça s'inscrit d'abord dans les suites de la loi Pacte, qui a été votée il y a 3 ans et qui considère que l'activité économique de l'entreprise et son impact social et environnemental doivent être liés. Et dans ce cadre-là, Danone est devenue la première entreprise cotée à mission. Ça s'inscrit dans le cadre d'une continuité d'abord, parce que Antoine Riboud, ancien PDG de Danone, avait fixé le double projet économique et social en même temps, c'est déjà du en même temps, en 1972. Nous sommes engagés sur la certification Bicorp et nous avons toute une série d'actions avec des fonds d'intérêt général. Donc c'est d'abord une logique de continuité, mais c'est aussi une logique de rupture, puisqu'en fait, pendant la crise du Covid, nous nous sommes rendus compte que les salariés et les consommateurs attendaient plus d'engagement des entreprises. Et donc, notre président-directeur général, Emmanuel Faber, a pris la décision, pendant cette crise, de faire en sorte que Danone devienne entreprise à mission, ce qui a été voté à 99,5% par les actionnaires, ce qui est un élément intéressant.
Et donc, nous sommes devenus entreprise à mission. Et entreprise à mission, ça veut dire quoi en quelques secondes? Ça veut dire d'abord que votre raison d'être et votre mission, vous l'inscrivez dans les statuts de l'entreprise. Ensuite, ça veut dire que vous avez une évaluation externe à travers une certification. Nous, c'est PwC qui va établir cette certification. Donc, vous avez une objectivation de votre mission. C'est pas simplement vous qui dites que vous poursuivez votre mission d'intérêt général, c'est certifié. Et la troisième chose, c'est que vous avez un comité de mission avec des personnalités indépendantes qui vous aident à définir cette mission, à la poursuivre, à l'évaluer. Et donc, c'est aussi un renouvellement, une forme de renouvellement de la gouvernance d'une entreprise. D'accord. Alors, vous le disiez justement tout à l'heure, le consommateur change. En tout cas, il a de plus en plus d'exigences. On dit même on l'appelle même le consommateur scrutateur. Il a besoin de transparence. Moi, j'ai envie de savoir, et je pense que le public aussi, c'est comment tout ça, ça se retranscrit au travers de vos produits, de ce qui se retrouve dans l'assiette aussi des consommateurs. Toutes ces valeurs, comment est-ce qu'elles se traduisent ? Dans les mots valises, on parle aussi du consommateur. Exactement. C'est un élément essentiel en fait, parce que c'est pas seulement la décision de PDG qui change les choses, c'est aussi les consommateurs eux-mêmes effectivement qui ont ce rôle de levier pour transformer les entreprises dans le domaine social et environnemental. Je vous donnerai 2 exemples. Le premier, notre raison d'être, c'est apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Et apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, ça veut dire qu'en matière d'acquisition d'entreprise ou de cession d'actifs ou de portefeuille d'activité, vous devez correspondre à cette raison d'être. Et d'ailleurs, nous avons aujourd'hui 90% de nos produits qui sont notés A et B sur Nutri-Score, qui correspondent donc à des critères d'apporter la santé par l'alimentation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la certification. Ça, c'est des repères sur lesquels on peut... C'est ça, ce sont des labels, labels scientifiques, qui sont communément admis et qui permettent de savoir quelle est la qualité en termes de santé d'un produit. Et c'est effectivement totalement en ligne, d'une certaine manière, avec la raison d'être de l'entreprise qui consiste à apporter la santé par l'alimentation. La deuxième chose, c'est la certification B Corp, qui est d'origine américaine, qui est assez connue aux États-Unis, un peu moins en Europe, et qui est une certification de très haut niveau, le plus haut niveau en termes environnemental, social et de gouvernance. Et l'entreprise Danone donc, s'est lancée dans la certification B Corp il y a quelques années maintenant. Nous avons 45% du chiffre d'affaires et des BU qui sont aujourd'hui certifiés B Corp, et nous avons comme objectif en 2025 d'être 100% B Corp, et nous serons la première multinationale pour le coup à être B Corp. Donc c'est vrai que ce sont des éléments de labellisation qui sont sur les produits, mais qui permettent de renseigner le consommateur, que ce soit Nutri-Score d'un côté ou B Corp de l'autre, sur la manière dont les produits sont créés et sont consommés par les consommateurs. Très bien, merci Alexandra. Vous aussi, j'imagine que finalement, vos consommateurs ont des exigences de ce point de vue. Et comment est-ce que vous faites pour répondre justement, de par vos produits, à ces attentes ? Il y a beaucoup de choses à dire sur ce point, parce que oui, les consommateurs ont des attentes, des exigences. On répond par une amélioration continue de l'empreinte environnementale et sociale de nos produits, beaucoup par l'innovation. Mais nous aussi, on a besoin des consommateurs. On a besoin des consommateurs, on a besoin que le consommateur et les consommatrices s'engagent, par exemple, dans les refills, dans les recharges des produits où c'est possible, quand on propose des alternatives plus durables, que ce soit un choix. Malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on voit souvent encore, c'est que oui, la consommatrice ou le consommateur dit oui, j'ai envie d'acheter durable, mais quand il s'agit après dans la boutique de passer à l'acte, les critères de choix sont d'autres. Donc, on a collectivement besoin d'évoluer et de changer. Et donc, nous, bien sûr, on a une responsabilité à mettre à disposition les bons produits, les innovations qui répondent à ces objectifs, mais on a aussi besoin de nos consommateurs. Très bien, merci pour cette réponse. Alors maintenant, je vous propose d'accueillir notre prochaine invitée. Elle est avec nous en visioconférence. Frédérique Gesque, bonjour et bienvenue. Est-ce que vous nous entendez ? Bonjour à tous, heureuse d'être parmi vous, même à distance. Si, on sait que vous auriez aimé être là, mais c'est vrai qu'on le rappelle, la Covid-19 nous impose certaines conditions, un certain respect des règles sanitaires. Alors Frédérique, vous êtes directrice générale de la Ligue nationale contre le cancer. On y reviendra un peu plus longuement tout à l'heure. Vous, Frédérique, vous avez une parfaite connaissance de l'univers de l'entrepreneuriat, puisque depuis plus de 30 ans, vous mettez au profit donc cette expertise au travers de l'accompagnement des dirigeants sur la transformation culturelle des organisations, mais aussi sur l'engagement et l'impact positif. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, Frédérique ?
Oui, bien sûr. Alors effectivement, je dirige actuellement la Ligue contre le cancer aux côtés du président Axel Kahn. La Ligue, c'est la première ONG de lutte contre le cancer en France, une organisation d'utilité publique qui est financée par la générosité, qui regroupe 600 salariés, plus de 14 500 bénévoles présents sur le terrain partout dans les territoires et qui agissent sur tous les fronts puisque non seulement on est le premier financeur de la recherche privée contre le cancer, mais on mène aussi beaucoup d'actions de prévention des facteurs de risque, de promotion du dépistage et on accompagne surtout, on agit au quotidien aux côtés des personnes malades et on mène également une mission importante de défense des usagers de santé auprès des pouvoirs publics puisque nous sommes aussi un acteur de solidarité et d'inclusion majeure dans les territoires face à une maladie qui est en fait une vraie cause sociétale en fait, puisqu'elle paupérise malheureusement et change les parcours de vie de plus de 400 000 personnes en France chaque année et qu'elle tue plus de 150 000 personnes. Alors pour ce qui est de ma connaissance de l'univers de l'entreprise, c'est vrai que en 30 ans de parcours professionnel, j'ai eu la chance d'avoir des expériences variées. J'ai connu l'entreprise de l'intérieur d'abord, puisque j'ai travaillé en PME et en entreprise du secteur des médias pendant une vingtaine d'années. Et je me suis engagée ensuite auprès et aux côtés des entrepreneurs, notamment en dirigeant un MEDEF dans le sud de la France. Et puis pendant 5 ans à la direction de la Fédération Réseau Entreprendre, qui est un réseau d'accompagnateurs à la croissance et à la création des entreprises et de l'emploi. Et donc, quelque part, ma vie de manager en entreprise et en association, et puis toutes ces années passées à côtoyer tous ces entrepreneurs passionnés, ça m'a vraiment ancré dans cette approche de l'entreprise qui met au centre l'engagement pour un impact positif, la durabilité, la responsabilité sociale. Et c'est vrai que comme je suis quelque part engagée, moi aussi, au service de causes d'intérêt général depuis longtemps maintenant, j'ai plaisir à porter ces convictions à chaque fois que l'occasion m'en est donnée, comme avec vous aujourd'hui, et puis d'essayer de partager, de transmettre le meilleur de ce que je peux vivre et observer. Comme vous tous, je pense, je suis convaincue que la croissance de l'entreprise, elle est aujourd'hui intimement liée à cette capacité d'allier la performance financière, économique et une culture du sens et de la responsabilité. Et évidemment, je suis très heureuse de voir émerger ces entreprises à mission, l'arrivée en France des Bicorp, de toutes ces initiatives de définition d'une raison d'être, de cette prise de conscience que j'ai l'impression on sent encore plus prégnante ces derniers mois avec la crise sanitaire. Il me semble qu'on vit une période très importante pour l'avenir, assez exceptionnelle, de transition où finalement on essaye de réinventer nos organisations et surtout le sens qu'on leur donne et puis les relations au travail aussi. Alors Frédéric, oui, d'ailleurs, vous avez écrit un guide dont le titre est « Dirigeants d'entreprise, réinventer votre entreprise pour la faire grandir ». Et dans ce guide, il y a plus de 40 témoignages passionnants de dirigeants, mais aussi d'experts emblématiques. Pourquoi est-ce que vous avez écrit ce recueil et quel est son objectif ? Je dirais que ce guide, ça a été une opportunité formidable qui avait peut-être 2-3 objectifs principaux. Le premier, il était d'accompagner les dirigeants, plutôt des dirigeants de TPE, PME d'ailleurs, même si finalement j'ai eu pas mal d'échanges avec des lecteurs issus de grandes entreprises. Donc l'idée, c'était de les accompagner dans cette période que je trouvais passionnante, mais quand même complexe de transformation, entre la transformation digitale, donc forcément culturelle, tous ces questionnements sur le sens de la part des salariés, des consommateurs, l'évolution des modes de management, l'aplatissement, si je puis dire, de la verticalité hiérarchique telle qu'on l'a connue, tous ces enjeux d'agilité, d'intelligence collective, d'innovation. Et face à ça, en fait, je croisais plein de dirigeants qui étaient parfois un peu perdus, en tout cas souvent très seuls, paralysés un peu dans leur cap de patron super-héros, parfois embourbés dans des process de contrôle interne, des outils de reporting, qui prenaient pas beaucoup soin d'eux non plus, qui prêtaient peu attention à leur écologie personnelle. Et donc, je voulais vraiment proposer un guide qui soit pas une méthode miracle, mais plutôt un accompagnateur dans lequel ils puissent piocher un petit peu en fonction de l'ADN de leur boîte et de leurs enjeux. Le deuxième objectif, évidemment, c'était l'envie de partager des convictions personnelles que j'entends aujourd'hui dans cet échange, cette nécessité à vraiment remettre l'aventure humaine au centre de nos entreprises, d'aller vers cet impact positif qui me semblait incontournable et qui me semblait prendre un peu de temps à s'imposer. Je trouve qu'on n'a jamais vu autant d'initiative et de volonté d'agir que ces derniers temps, de la part d'entreprises formidables comme L'Oréal ou Danone, on le voit aujourd'hui. On passe une espèce de nouvelle étape. Voilà. Et puis le troisième objectif rapidement de ce guide, c'était mon envie aussi
de partager et transmettre des rencontres incroyables que j'avais la chance de faire dans mon quotidien professionnel, de capitaliser sur des choses que je voyais qui étaient absolument formidables dans les entreprises. Et c'est pour ça qu'en effet, il y a 43 contributeurs dans le bouquin qui ont apporté des témoignages, qui m'ont raconté leurs expérimentations, qui m'ont partagé leurs croyances, leurs exploits, leurs espoirs. Et ça m'a apporté beaucoup. Je suis un peu idéaliste, j'espérais poser une petite pierre. En fait, clairement, c'est moi qui ai beaucoup grandi et appris en travaillant sur ce livre, avec toutes ces rencontres. Merci Frédéric pour ce témoignage. Alors Mathias, je me tourne vers vous, puisque Frédéric parlait du contexte, finalement, qui est un peu un catalyseur, puisqu'aujourd'hui on assiste à un bouleversement avec l'émergence d'un nouveau modèle d'entreprise à la fois inclusive, je dirais même responsable ou transparente, et tout ça c'est lié aux crises sociales, climatiques, mais aussi à la Covid-19. En quoi est-ce que le rôle finalement des consommateurs, mais aussi des salariés, est-ce qu'il est moteur dans tout ça ? Oui, c'est évident en fait. Au-delà du dirigeant d'entreprise, les salariés et les consommateurs sont des leviers très importants du changement. On a déjà parlé des consommateurs, peut-être qu'on peut se dire aussi quelque chose sur les salariés, puisque au-delà du fait qu'aujourd'hui, quand on interroge des classes qui sortent d'HEC il y a 30 ans, première des priorités pouvait être, à part évidemment Alexandre qui a toujours eu un idéal chevillé au corps, mais pouvait être d'abord le revenu. Aujourd'hui, c'est majoritairement le sens. Et donc, c'est heureux qu'aujourd'hui, même quand vous faites une école de commerce, une école d'ingénieur, la première des motivations pour aller dans une boîte, c'est d'abord le sens. Que vous allez y trouver l'alignement entre ce que vous êtes et ce que vous allez faire. Et ça, c'est quand même quelque chose de... C'est une exigence, c'est une exigence, mais ça veut dire aussi qu'il y a une guerre des talents et que des entreprises peuvent le faire, leur engagement social et environnemental, pas seulement peut-être par conviction, mais aussi par intérêt. Parce que si elles veulent capter les talents de demain, ou même d'aujourd'hui, il vaudrait mieux pouvoir avoir cette action-là. Les salariés encore, nous, par exemple, chez Danone, on a lancé un dispositif qui s'appelle One Person, One Voice, One Share, qui permet de donner d'abord des actions à tous les salariés et de faire en sorte qu'ils participent à la stratégie de l'entreprise. Donc il y a 90 000 personnes sur 100 000 qui répondent tous les ans à ce questionnaire et qui co-construisent la stratégie de l'entreprise. Et ça paraît essentiel parce que quand on prend par exemple la crise des Gilets jaunes, c'était évidemment un sujet de mariage entre l'écologie et le social, mais c'était aussi un sujet de réappropriation de la décision et de participation. Et donc ça se niche aussi dans l'entreprise. Et le besoin de participation, le besoin de co-construction se niche aussi dans l'entreprise. Donc c'est pour ça que nous avons lancé ça. Il y a plein d'autres entreprises, et L'Oréal en fait évidemment partie, qui promeuvent ça, cette co-construction et cette participation des salariés à la décision. Et pour répondre à ça, vous avez pris des engagements forts dans l'entreprise ? Oui, on a pris des engagements forts dans l'entreprise, notamment sur les inégalités. Par exemple, on a un congé parental de 18 semaines, que vous soyez homme ou femme. On a étendu, par exemple, la couverture maladie, on l'a encore accéléré pendant la crise du Covid, à tous les pays, y compris des pays où il n'y a pas de couverture maladie fournie par l'État. On a développé aussi toute une série de promotion, et les salariés ont été très moteurs là-dessus, de lutte contre les inégalités. On a lancé une coalition avec L'Oréal notamment au G7 de Biarritz qui s'appelle Business for Inclusive Growth, et c'est 40 très grandes entreprises avec l'OCDE qui se mettent ensemble pour lutter contre les inégalités, et pas simplement pour communiquer ou être dans l'incantation. Il y a pour plus d'1 milliard de projets qui ont été lancés, il y a un incubateur qui a été créé, il y a un forum de financement qui a été initié, donc c'est très concret, c'est de l'action tank, c'est pas du think tank, et donc ça, c'est aussi les salariés de l'entreprise qui le demandent. C'est pas seulement l'environnemental, mais aussi le social, et la lutte contre les inégalités fait partie des impératifs aujourd'hui des entreprises. Ce n'est pas qu'un impératif moral, c'est l'impératif économique. Je finis avec ça. À Davos en 2019, parmi les 5 risques économiques majeurs, il y avait la montée des inégalités. Et on ne peut pas dire qu'à Davos, c'est le marxisme qui règne. Ça veut dire que c'est aussi un devoir économique. Très bien, merci pour cette réponse. Alors maintenant, j'ai envie d'aborder un volet un peu plus personnel. Je vais m'adresser à Alexandre. Alexandre, vous voyagez beaucoup. Quel regard vous portez sur la société, je dirais même les entreprises, à l'égard justement de la RSE, de l'inclusion ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Quel est votre regard ? Il y a une évolution très forte en quelques années. Et Mathias le disait, c'est le monde de Darwin. Beaucoup de gens le font parce qu'ils ont des vraies convictions. Un certain nombre de personnes va le faire parce qu'il ne peut pas faire autrement. Les salariés ne viennent plus travailler pour des entreprises qui n'ont pas ces valeurs-là, cette vision-là, cette mission-là. Alors encore une fois, on parlait tout à l'heure de certaines classes, les jeunes qui sortent d'HEC ou
qui sont un certain nombre de personnes que les entreprises veulent absolument embaucher, ceux qui ont fait des grandes études, des grandes écoles. Ce qui est intéressant, c'est que ça touche de plus en plus de gens. Et c'est ça qui a beaucoup changé en quelques années. Donc sur la partie RSE, je vais vous dire que c'est une question aussi de leadership. Quand on Vous voit... dites même que c'est compliqué. J'ai lu que vous disiez que ça allait être compliqué pour les entreprises si elles n'étaient pas dans cet ordre de marche ou dans ce cadre-là. On parlait du livre de Frédéric tout à l'heure. Quand j'ai écrit ce livre qui s'appelle La Révolution du partage il y a 3 ans de ça, le point était clair, c'est que des entreprises vont péricliter. Je le pense sincèrement. Et on le voit bien dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Quand vous regardez l'entreprise C'est qui le patron qui se crée en 3 ans. En 3 ans, c'est devenu la première marque de lait vendue en France. Et sans aucune communication marketing, sans aucun vendeur terrain. Donc c'est vrai qu'on regarde ça, et c'est un élément essentiel. D'ailleurs, c'est une marque française. Ce modèle va être en train de dépliquer dans d'autres pays. Mais il y a 5 ans, on nous aurait dit à tous les 4, ça va fonctionner. Personne n'aurait cru à ça. Personne n'y aurait cru. Et donc on voit aussi un leadership. Quand on voit, par exemple, parlons du leadership, Alan Job, c'est le nouveau patron d'Unilever. Et il s'est mis en place, il s'est créé un positionnement anti-Facebook. L'été dernier, quand il a décidé de stopper tous ses budgets marketing sur Facebook, considérant que Facebook ne faisait pas assez. Il le fait parce qu'il a ses convictions. Il le sait aussi que 65%, Claire, 65% des consommateurs aujourd'hui achètent ou boycottent un produit par rapport aux prises de position. C'était 15 points de plus que l'année précédente. 15 points de plus. Vous pouvez imaginer que, et alors là, c'est important parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais il faut en reparler, le consommateur dont vous parlez, le consommateur est toujours en bisbille avec le citoyen qui l'est. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une dualité. Obligatoirement. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'au même prix, et c'est l'importance de ce qui est le patron, c'est à peu près le même prix. Évidemment, sur d'autres produits, si un prix est plus important, vous n'allez pas forcément acheter ce produit-là, même si vous pensez que c'est un meilleur produit pour la planète, pour plein de choses. Donc c'est une évolution qu'on voit arriver. Ça, c'est pour le RSE. Et rapidement sur la diversité, parce qu'il y a un travail considérable encore à faire sur la diversité, on le voit aujourd'hui, prenons juste la France comme un pays qu'on connaît bien. Sur le Next 40, par exemple, sont les 40 entreprises, qui sont les 40 futures pépites, ou déjà pépites, de la tech française. Vous avez une femme à la tête de ces 40 entreprises. Dans le CAC 40, on en a zéro. Donc il y a un travail considérable. Moi, je fais partie des gens qui veulent pousser les politiques volontaristes. On ne changera pas ce pays comme d'autres sans politique clairement établie en disant il faut changer des systèmes qui ne fonctionnent plus. La loi Copé-Zimmermann de 2011 est une loi dont on a beaucoup parlé, et on a parlé il n'y a pas très longtemps avec Alexandra, où à l'époque, les gens disaient « mais non, on ne peut pas faire ça, c'est compliqué, les femmes doivent réussir par elles-mêmes ». Il y avait 7% de femmes au conseil d'administration en 2011, il y en a 42% aujourd'hui. Et ce n'est pas suffisant, on devrait certainement insérer, en tout cas c'est notre avis, en tout cas c'est le mien, insérer ça dans les comités de direction, il faut pousser. Et donc là, si on continue plus loin, ça c'est la diversité de genre, c'est la même chose sur la diversité sociale, c'est la même chose sur la diversité ethnique. Il faut des politiques volontaristes, et ces politiques-là sont en train d'être mises en place, et ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à voir les résultats de ces politiques-là. Donc c'est positif, et c'est ce qui se passe dans tout un tas de pays. Très bien, merci Alexandre. Donc encore beaucoup de choses à faire progresser finalement. Oh oui. Alors Frédéric, je le disais tout à l'heure, vous êtes la directrice générale de la Ligue nationale contre le cancer. La Ligue contre le cancer, je le rappelle quand même, 600 salariés, 13 500 bénévoles. Comment est-ce que le monde de l'entreprise accompagne finalement les malades au quotidien, je dirais? Quel est votre regard ? Alors c'est vrai que c'est un sujet difficile, puisque malheureusement le cancer ne s'arrête pas à la porte de l'entreprise, forcément. Il y a plus de 400 nouveaux cas qui sont diagnostiqués chaque jour chez les salariés, dont le parcours va être difficile, et la maladie, elle est encore souvent taboue dans l'entreprise. Même si la crise Covid a remis un peu la santé au travail en première ligne, c'est un vrai progrès, mais c'est quand même pas quelque chose de spontané et naturel, et on a une vraie responsabilité à changer le regard globalement sur la maladie et spécifiquement sur le cancer. Comment accompagner son salarié qui est atteint de cancer, comment gérer l'annonce de sa maladie, son absence, son retour. C'est sûr que cette situation, si elle n'est pas préparée, eh bien l'entreprise va risquer des tensions relationnelles, de l'absentéisme. C'est des situations qui dégradent la qualité de vie au travail, qui peuvent générer de la souffrance dans les équipes et bien sûr des coûts supplémentaires pour l'entreprise aussi.
À la Ligue contre le cancer, on s'engage beaucoup pour accompagner le monde de l'entreprise sur ces sujets-là. On met en place des actions de sensibilisation, de formation à destination des salariés et plus particulièrement des managers. Il peut s'agir de libérer la parole, d'informer des dispositifs de maintien et de retour à l'emploi. Il peut s'agir de soutien psychologique, de conseils. On organise beaucoup d'actions de prévention également pour encourager les collaborateurs à participer au dépistage, les informer sur les comportements à risque, comme le tabac, l'alcool, les bonnes pratiques de santé aussi, le positif, la nutrition, l'activité physique. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'il n'y a que 40% des cancers qui pourraient être évités en changeant nos habitudes, nos mauvaises habitudes. Et donc, l'entreprise, quelque part, elle a cette responsabilité aussi, qui est une responsabilité sociale, sociétale, d'information des salariés sur ces sujets-là. Donc, c'est vrai que nous, on a pas mal de partenaires comme PSA, Malakoff Humanis, par exemple. Certains mobilisent également leurs clients via la collecte de dons, comme Édouard Leclerc ou Kiabi, qui soutiennent le financement de la recherche. Beaucoup d'entreprises, grâce à leur politique RSE, viennent accompagner nos actions. J'ai l'exemple, par exemple, de la Fondation L'Oréal. Je sais qu'avec Alexandra, la Fondation a déjà soutenu des actions de la Ligue, notamment dans les Pyrénées-Atlantiques, avec un soutien à des soins socio-esthétiques pour les personnes malades, dans le cadre de l'accompagnement dont parlait Alexandra des femmes en situation de vulnérabilité, ce qui est malheureusement le cas quand les femmes sont confrontées au cancer. Et puis, on a pas mal d'engagements aussi en termes de mécénat de compétences, qui est un autre moyen de faire entrer quelque part, d'accueillir la maladie dans l'entreprise. Il reste beaucoup à faire sur ces sujets, je pense, de la santé au travail, de l'accompagnement des personnes malades. Et bon, à la Ligue, on est une des nombreuses, évidemment, organisations qui sont mobilisées là-dessus aux côtés des entreprises. Merci Frédéric. Alors Alexandra, je me tourne vers vous. Je parlais tout à l'heure de l'univers professionnel. Là, je m'adresse à vous à titre un peu plus personnel, puisque j'aimerais quand même le préciser au public. Avant d'entrer chez L'Oréal, vous étiez juriste de formation, spécialiste des droits de l'homme. Vous avez collaboré pour Amnesty International, été directrice de la HAL, travaillé durant 10 ans au sein d'organismes spécialisés dans la RSE et la diversité. J'ai envie de vous demander, vous, en tant que femme, finalement, quel constat vous observez, femme engagée, je dirais même activiste sur la société d'aujourd'hui? Je vois Alexandre sourire. Dans un constat sur la société, en général, ça peut durer longtemps, parce que là, vous me lancez sur quelque chose. Je suis inquiète, je pense que je ne suis pas la seule. C'est clair qu'au moins en France, on se trouve dans une société très divisée, dans laquelle on fait plus attention à ce que nous sépare que ce que peut nous unir. L'environnement est un sujet qui réunit le Français. Ça, c'est quelque chose que tu as trouvé dans les études, que beaucoup de Français sont inquiets, préoccupés, angoissés, en colère, ou tristes quand ils pensent à l'environnement. De cette société. Et c'est un sujet où toute la société a envie de progresser et de faire quelque chose ensemble. Et donc, je pense que c'est aussi une occasion d'œuvrer dans ce sens-là, et ce que j'essaie de continuer à faire. Merci. Alors j'aimerais terminer par une note positive et vous demander à tous les quatre de répondre en quelques mots à cette dernière question. De quelle réussite professionnelle ou personnelle êtes-vous le plus fier concernant l'inclusion et la RSE? Et je vais demander à Frédéric de répondre à cette question. Alors, j'ai un peu le sentiment que ces enjeux, ils font un peu partie de mon ADN depuis des années, donc j'essaye de les porter un peu en continu à mon niveau. Alors évidemment, dans le quotidien professionnel, donc aujourd'hui c'est à la Ligue contre le cancer, c'est œuvrer pour éviter l'isolement social des personnes malades, pour aider nos équipes à bien assurer les missions d'acteurs de solidarité et d'inclusion. J'essaye de les porter dans mes engagements plus personnels, et puis j'ai un peu envie de vous dire, je suis fière de les porter aussi dans l'éducation de mes enfants, à qui j'ai tenté d'inculquer certaines de ces valeurs, et dans la fierté, par exemple, de voir ma fille qui a fait des études scientifiques de haut niveau et qui démarre sa vie professionnelle avec, je l'espère, un rôle important à jouer pour porter la mixité et la juste place des femmes dans les entreprises de demain. Alexandre en parlait tout à l'heure. J'ai envie de dire, à ses côtés. Elle va avoir un coach à ses côtés.
Ah bah, en tout cas, j'essaye en tout cas de la mobiliser là-dessus parce que je pense que c'est aussi, voilà, Alexandre en parlait très bien tout à l'heure, la place des femmes, la juste place des femmes dans notre société, elle passe aussi par la place des femmes dans les entreprises et dans les organes de gouvernance des entreprises. Et donc voilà, donc j'espère en tout cas qu'une de mes réussites, ce sera celle d'avoir réussi à inculquer ça à ma fille. Mathias. Je pense que sur le plan personnel, c'est d'essayer, parce on ne peut qu'essayer d'être aligné entre ses convictions, sa colonne vertébrale morale et éthique et ses activités professionnelles. Et j'ai eu différentes activités professionnelles et j'ai l'impression, même si elles sont diverses, d'avoir essayé d'avoir cette forme d'alignement. Et à un niveau professionnel, j'ai le souvenir, notamment quand j'étais directeur de cabinet du maire de Paris, qu'il y avait une grande crise migratoire, ce qu'on appelait la grande crise migratoire de 2015, et que les pouvoirs publics au sens large étaient assez désemparés. Nous avons monté en quelques mois un grand centre d'accueil pour tout ce qu'on appelait les migrants, qui étaient dénommés comme ça, alors qu'il y avait des demandeurs d'asile, il y avait toute une série de problématiques. Et ça a été quelque chose d'assez fort. Et dans la position dans laquelle je suis chez Danone, plutôt tout ce qui a trait au collectif. Et donc, on a lancé 2 coalitions, encore une fois, une pour lutter contre les inégalités et une autre sur la perte de biodiversité. À chaque fois, L'Oréal nous accompagne. Et donc, je pense que les réussites que l'on peut faire ne sont jamais des réussites individuelles, mais des réussites collectives. Et je pense que face aux enjeux de ce qu'on appelle la RSE, l'environnement et le social, ça ne peut se conjuguer qu'au pluriel. Parfait. Alexandra. Oui, je suis assez d'accord avec ce que Mathias vient de dire. Et je dirais donc peut-être pas un moment où j'étais fière, mais un moment qui m'a beaucoup émue. Nous avons un programme pour les femmes et la science, donc en soutien de femmes scientifiques. Et on a vraiment beaucoup augmenté notre engagement en Afrique subsaharienne pour les femmes scientifiques africaines. Et l'année dernière, il y avait une femme exceptionnelle, une scientifique sénégalaise qui m'a écrit quelques jours après la grande cérémonie et les relations presse et tout ce qu'on fait autour pour rendre ces femmes scientifiques visibles. Elle m'a dit « Je ne pourrai jamais assez vous remercier, vous avez changé le regard que le monde porte sur moi ». Et c'est certainement un des moments qui m'a le plus ému dans ma carrière. Un moment fort. Alexandre. J'ai eu le temps de réfléchir à tout ça qui vient d'être arrivé en dernier. Alors le mot de la fin. Professionnel, je pense 2 choses. Un, et c'est complément de ce que disait Frédéric en départ. Par exemple, si on prend EPIC, le rôle des femmes. Dans le comité de direction d'EPIC, nous sommes 5 et je suis la minorité. Visible, mais je suis la minorité. Et c'est agréable. Donc 4 femmes pour moi. Donc c'est important. Et donc on s'impose. Et c'est ce qu'on dit tout à l'heure. On peut avoir des valeurs. Ce qui est important, c'est d'arriver à aligner ses valeurs avec ses actions. Ce qui, loin d'être toujours facile, ça m'arrive encore. J'essaie le moins possible, mais ça m'arrive encore parfois d'acheter sur Amazon. Je suis pas content. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je suis pas content de le faire. Il y a 5 ans ou 10 ans, je me posais même pas la question. Donc il y a quand même une évolution positive. Ça, c'est au niveau d'EPIC. J'ai une autre structure que je dirige, qui s'appelle Bliss. C'est un fonds d'investissement. On soutient des entreprises comme Brut, que vous connaissez, ou Too Good To Go, on parle de Bicorp, ou Spotify, Pinterest. Donc on a soutenu beaucoup d'entrepreneurs, la plupart à mission. Et bien dans ces conditions, quand nous investissons dans des entreprises, nous précisons des choses essentielles. Exemple, donc Bliss est devenu le premier fonds Bicorp, pour compléter ce que disait tout à l'heure Mathias. Donc on est un fonds d'investissement, mais Bicorp, ce qui n'est pas forcément toujours associé, ça peut être antinomique, mais pour nous, c'est la finance positive. La finance, qui est une puissance considérable aujourd'hui, et Arcal sait très bien, doit être une force positive. Et donc, dans les conditions de nos investissements, nous avons des clauses très clairement identifiées. 1, d'évaluation Bicorp. Tous les 12 à 18 mois, nous posons ces questions-là et on veut avoir une amélioration de ces données-là. Et elles ne sont pas toutes Bicorp, mais on veut qu'elles puissent tendre à le devenir. Une clause de diversité également. Cette clause de diversité, elle est simplement expliquée en disant si vous embauchez quelqu'un, en embauche, on veut forcément en finaliste qu'il y ait des personnes qui représentent les populations sous-représentées. Ce n'est pas uniquement une parité ou ce n'est pas uniquement une question de genre. Là également, c'est des choses qui doivent devenir obligatoires. Et c'est l'implémenter. Et on arrive à faire ça et pourtant, on a des taux de retour des TRI qui sont très très élevés. Donc on arrive à démontrer que c'est pas en faisant ces choses-là qui va dégrader votre impact financier. C'est juste l'inverse. Donc, pensez, c'est l'inverse. Le vrai impact investing dont on parle, c'est un investissement de valeur. Bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est ça que cherche le consommateur. Voilà et c'est pas que ça me rend fier. On a tellement de choses à faire.
C'est à notre petit niveau. Et puis, il faut surtout arrêter de penser que la perfection n'existe pas. Donc, ouais, j'étais très content quand j'ai changé de téléphone portable. C'était mon petit succès personnel. Je me suis dit, je ne peux plus avoir Apple. C'est plus possible. Je ne peux plus accepter qu'une entreprise qui fasse autant de profits ne paie pas ses impôts. Et c'était un choix chez moi. Mais j'étais très content. Ça, c'est mon petit succès personnel d'avoir migré. Et aujourd'hui, il est interdit d'acheter du Apple. Ça ne me va pas. Parce que là, on est sur cet alignement de ses valeurs et de ses actions. C'est un peu déterminer ses propres valeurs, c'est les perspectives, les choses vers lesquelles on peut aller. Et il y avait des choses qui sont faciles, d'autres qui le sont beaucoup plus compliquées. Donc voilà, rien n'est facile. Mais il y a des petites choses, et ça commence par acheter son lait différemment, de faire des circuits courts, et tout ce qu'on a évoqué depuis tout à l'heure. Donc il y a tout un tas de choses qui sont faisables, parce que, et je terminerai là-dessus, notre nouveau bulletin de vote, c'est notre carte bleue. Donc l'impact qu'on a est considérable, parce que ce que nous allons faire dans l'achat va impacter les L'Oréal, les Danone et les autres de ce monde. Et ça, c'est quelque chose qui, je vous assure, vous le savez clair, il y a 5, 10 ans, 15 ans, n'existait pas. Le monde évolue, et évolue en tout cas là, sur ce sujet dans la bonne direction. Merci Alexandre. Donc la réflexion est encore ouverte et les actions à mener sont encore nombreuses. Merci beaucoup à tous les quatre, vraiment pour ces témoignages passionnants. On pourrait encore échanger à vos côtés pendant des heures. Merci pour votre venue. Merci également à Arkea Banque, entreprise et institutionnelle, de nous avoir donné la parole, de nous avoir permis de nous réunir et d'échanger sur ce sujet. Merci et à très bientôt.